Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir rejoint dans ce webinaire de juin, donc sur comment renforcer les régulations biologiques, donc avec une approche plutôt prophylactique. Donc, avant de commencer, juste prendre une minute pour présenter Robagri, notamment pour les personnes extérieures à l'écosystème. Donc, Robagri, c'est l'association de la robotique agricole en France. Donc, c'est une association qui est là pour fédérer les différents acteurs, soit des constructeurs, des équipementiers, la recherche, l'enseignement et des distributeurs coopératifs qui sont intéressés par la robotique. Donc, nous comptons à peu près une petite centaine de membres autour de ces questions-là. Et donc, nous sommes là pour fédérer le réseau, pour promouvoir des connaissances communes et également créer des groupes de travail et des synergies, notamment la mise en place de différents projets de recherche. Ces projets qui sont en partie financés par le Grand Défi de la robotique agricole. Donc, c'est un plan France 2030 qui apporte 21 millions d'euros pour développer la robotique et lancer la robotique en France. Quelques mots sur le groupe de travail. Donc, c'est un groupe de travail qui est issu d'une action du Grand Défi, justement, et qui est là pour trouver des pratiques agroécologiques qui pourraient être mises en place et réalisées grâce à la robotique, où la robotique peut apporter une solution. Donc, l'idée, c'est de créer un lieu d'échange, une interface, on va dire, entre différents corps de métier, soit des agronomes, des écologues, des chercheurs, des roboticiens, etc., des constructeurs, afin de faire émerger différents besoins, différents freins, ou différents leviers, notamment la mise en place de certaines pratiques agroécologiques, qu'elles soient innovantes également, et afin de croiser les regards, les connaissances et les compétences, et créer du lien entre les différents projets de recherche, entre autres, déjà existants, avec pour finalité de trouver où la robotique peut apporter des solutions à la mise en place de certaines pratiques agroécologiques, tout en étant dans l'innovation. Et également, récemment, enfin, ça fait quelques mois maintenant, nous avons donc signé une collaboration avec l'INRAE, pour justement apporter ce côté recherche à ce groupe de travail. Donc, INRAE qui est représenté ici par Manon Ruffini, donc qui est chargé, quelques mots si tu veux dire peut-être. Je suis chargée de partenariat et innovation pour le département Magnum, donc j'accompagne les innovations en agriculture numérique et agroéquipement. Voilà, et donc Christiane Lépinet, qui est aussi animatrice de Robagri et du groupe de travail. Aujourd'hui, nous allons donc accueillir deux présentations, deux intervenantes. Une deuxième intervention qui sera réalisée par Marie Thiollet-Scholtus, donc qui est chef de projet du métaprogramme MétaBio à l'INRAE de Colmar, qui va intervenir sur les systèmes viticoles innovants, avec le côté prophylaxie maladie fongique. Et donc, une première intervention ensuite de Sylvain Simon, agronome à l'INRAE de Gauthieron, sur le concept de verger circulaire hyper diversifié. Donc, on va commencer par Sylvain. Sylvain, je vais vous laisser la main pour présenter vos travaux. Ok, merci. Bonjour à toutes et tous. Et puis, merci pour l'invitation pour présenter certains de nos travaux et partager notre expérience et nos questions autour de travaux en agroécologie. Donc, je suis en train d'essayer de partager mon écran. Ça ne devrait pas tarder d'être bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout va bien? C'est bon, ça fonctionne. Voilà, donc du coup, je vais principalement effectivement vous parler de ce verger circulaire, mais je ferai un petit flash sur un autre verger qui est en cours d'implantation parce qu'il pose également d'excellentes questions. Voilà, je suppose que tout le monde n'est pas spécialisé de l'arboriculture fruitière, donc je me permets quand même juste un petit 3 mots sur le fait que c'est un cadre de travail, de réflexion et une filière spécifique du fait de la pérennité de la culture. Marie présentera aussi en viticulture. C'est également une culture pérenne, donc les rotations, tout ça, c'est pas vraiment possible. Mais également, nous, on est en fruits frais. Ce qui est rémunéré, ce qui est le plus rémunérateur, ce sont les fruits frais, avec des exigences de l'aval qui vont faire que certaines pratiques, en particulier l'utilisation des phytos, va être assez importante dans cette filière. Et puis, une autre spécificité de l'arboriculture fruitière, c'est que ça reste encore très manuel.
c'est-à-dire que 500 heures par hectare et par an, c'est courant en verger, parce que on a de la taille, on a de l'éclaircissage et on a de la récolte, et tout ça c'est manuel, sauf quelques rares exceptions. Voilà. Donc on a des gros coûts de production, d'investissement aussi, parce que quand on plante, on ne récolte pas pendant les premières années. Voilà. Donc la prise de risque, elle n'est pas évidente. Alors, moi, je vais vous parler de quelque chose qui est complètement exploratoire, qui est conduit sur l'unité INRAE de Gautron, une unité expérimentale qui est dans la Drôme, à côté de Valence. Et je vais essayer de vous expliquer très rapidement pourquoi, comment, et qu'est-ce qu'on a mis en place et quelles questions on se pose. Donc, pourquoi ce projet en zéro phyto? Tout simplement parce qu'on a travaillé pendant des années, des dizaines d'années en verger classique pour combiner plein de leviers d'action pour réduire l'utilisation des pesticides. Je dis pesticides pour aller vite, on est d'accord, c'est des produits phytopharmaceutiques. Et donc, par rapport à une référence qui en pomme est au-dessus de 30 traitements, c'est honorable, on va baisser quasiment de moitié, mais on a du mal à aller au-delà parce que ces systèmes-là, c'est des systèmes très intensifs, très spécialisés et dans lesquels les régulations ont du mal à s'exprimer. Et donc, on s'est dit, challenge, on repense le verger. Comment repenser le verger pour justement renforcer les services écosystémiques et en particulier celui de régulation? Et donc, on s'est appuyé sur la diversité végétale pour créer un espace de production dans lequel, tout ravageur ou toute maladie, sport de tavelure, un puceron, on a des tordeuses, on a plein de ravageurs et maladies. Donc, pour faire en sorte de limiter l'arrivée, l'installation, le développement et la dispersion de proche en proche de ces bioagresseurs. Et puis, on veut également que cet espace de production il soit très accueillant pour la biodiversité fonctionnelle, pour les auxiliaires qui vont être des prédateurs ou des antagonistes de ces bioagresseurs. Et puis, évidemment, la mise en œuvre de pratiques qui n'impactent peu ou pas. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit, on va penser le système comme si on était en zéro phyto, on va voir ce qui s'y passe dedans. Et peut-être qu'au bout de 10 ans, si on est en échec sur certaines choses, on réintroduira peut-être des intrants de protection, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et puis, pas de destruction importante de biomasse aussi, parce que de faucher complètement tous les interrants en une fois, ça supprime de la biomasse et ça a aussi un gros impact sur les chaînes trophiques et donc ces fameux auxiliaires. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous raconter. On veut des associations de plantes pest suppressives, comme le disent les anglo-saxons en 2 mots. Nous, on veut être, je vous l'ai dit, défavorable pour les ravageurs, accueillant pour la biodiversité. Mais il faut également de l'agronomie, parce que quand vous associez des plantes et que vous attendez une fonction d'une plante donnée et que la plante ne pousse pas, la fonction, vous ne l'aurez pas non plus. Donc, comment ces plantes associées partagent les ressources entre elles? Et le dernier point, c'est comment nous, on travaille dans cet espace de production, parce que diversifier, c'est peut-être pas si simple que ça. Et bien sûr, il va falloir faire des compromis entre ces différentes dimensions. Alors, on ne l'a pas fait seul du tout. C'est un travail qui a été initié avant 2018 et qui a associé un ensemble de partenaires de l'expérimentation recherche, de la filière, avec des collectifs agricoles, des structures de conseil, des instituts techniques, l'enseignement agricole, des naturalistes, et qui nous ont permis de concevoir ce dispositif qui est en place depuis 2018. Donc, il fait 1,7 hectare. Donc, ça veut dire que le tour, il fait un peu plus de 400 mètres, si vous voulez, ou là, ça fait 150 mètres de diamètre. C'est un verger de pommier, mais dans ce verger de pommier, il y a quand même 16 espèces et 34 variétés fruitières. Et puis, il va y avoir 25, il y a même plus, mais arbres et arbustes dits de service, c'est-à-dire dont on n'attend pas une production sensu stricto, mais plutôt une fonction écologique. Voilà, et
il y a un agencement spatial, bien sûr, particulier pour limiter, comme je vous le disais, cette arrivée, installation, développement et dispersion des ravageurs et maladies. On est très clair que c'est un cadre extrême, zéro phyto, et que c'est un projet 100% prospectif qui explore justement dans quelle mesure la diversité permet de renforcer de manière très très importante les régulations biologiques. Si vous voulez en savoir plus, parce que je n'ai pas le temps dans les quelques minutes que j'ai de vous détailler tout ça, nous avons une visite virtuelle que je vous invite à aller pour visiter justement ce dispositif, vu d'en haut, vu d'en dessous et au fil du temps. Et je vais quand même vous donner quelques éléments constitutifs de ce verger. Donc déjà, c'est un verger rond. Ce qui est important, c'est pas qu'il est rond, c'est qu'il est très diversifié. Le rond, c'est la cerise sur le gâteau, si vous voulez. C'est en gros pour limiter l'interface par rapport à une colonisation par des bioagresseurs. Si vous avez, je ne sais pas si vous me voyez gesticuler, mais si vous avez un verger en long comme ça, vous n'avez que des interfaces. Alors que le rond, c'est comme un donjon, c'est plus facile à défendre, si vous voulez. Et puis, au centre, donc on a une mare, et cette mare, pour y accéder, tous les prédateurs qui vont vouloir y accéder, une chauve-souris, etc., un renard, il est obligé de traverser le verger. Voilà, donc cette forme, cet agencement spatial, ce n'est pas la seule originalité, c'est également le fait que chaque fois qu'on va changer de cercle, de rang, si vous voulez, pour un verger classique, on va changer de formation végétale ou on va changer d'espèce fruitière. Donc, on va avoir une haie de bordure, on va avoir des pommiers pièges, on va dire des variétés pièges, on va avoir de nouveau une haie, mais une haie fruitière qui va produire de la figue, des grenades, des noisettes, enfin, voilà, des petits fruits dans les premières années. Bien sûr, on va offrir le gîte et le couvert à tous ces auxiliaires qu'on veut, et donc là, ça va être la haie de bordure de nouveau, mais le long des chemins, la zone centrale avec la mare, etc., et plein d'aménagements pour la biodiversité. Et puis la zone centrale que vous voyez un peu bizarre, là c'est une zone purement fruitière. La seule fonction attendue, c'est la production de fruits. Et on a des spirales emboîtées, tout simplement pour avoir le même nombre d'arbres par spirale. Parce que si je mets mes abricots en orange au milieu, j'ai quasiment aucun abricotier. Et puis également, la spirale, ça nous permet de ne pas avoir de trajet à vide. Je vous disais comment nous, on travaille là-dedans. S'il me faut un GPS pour trouver mes abricotiers, ça ne va pas le faire. Voilà, et donc il y a tous ces aspects. Et puis évidemment, on ne fait pas rien dans ce verger, donc on taille, on éclaircit, on récolte, on gère le couvert du sol, on fait de la prophylaxie. Là, c'est par exemple le piégeage massif Carpocaps, mais on va éliminer tout ce qui va être rameauidier, par exemple, etc. Donc ça, c'est des opérations réalisées à la taille, par exemple. Et puis, voilà, la commercialisation va aussi être une façon avec la valorisation en circuit court ou la transfo, de valoriser les fruits, mais c'est une valorisation. Et puis, voilà, de voir dans quelle mesure ce verger, quelle performance il a de point de vue technico-économique. Les premiers retours, sachant que c'est un verger encore jeune et que les processus écologiques qu'on veut mettre en place, ils sont encore en cours d'installation. Une haie, ça met plus de 10 ans à pousser. Donc là, on est encore à 8 ans. Voilà, on s'est posé plein de questions. Je ne vais pas pouvoir toutes les développer. Je vous fais un survol des 3 premières. Donc, diversité, régulation, production. Et je développerai un peu plus la dernière en termes de travail et d'organisation du travail dans le verger. Donc, pour le premier, bon, vous allez me croire sur parole et sur photo. Voilà, oui, on a de la diversité végétale et animale dans ce dispositif. On a également des taux de parasitisme et de prédation très élevés par rapport à des vergers AB classiques. On a également un contrôle de certains ravageurs et maladies. Alors, ça va être variable selon les années, les bioagresseurs. Les pucerons, passé la phase juvénile, ça se passe très bien. Le Carpocaps, donc le ver de la pomme, principal ravageur, c'est un peu plus compliqué, mais
avec du piégeage massif, on arrive à maintenir un taux de pression qui est trop élevé pour un verger commercial, mais on reste à 20%. Alors que si on ne traite pas du tout en plaine de Valence, 3 générations de carpeaux, on monte à 80%. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. On a 50% des carpeaux qui sont parasités en fin de saison, et ça permet de rester à un niveau de population qui est, comme je le dis, trop élevé pour un verger commercial, mais qui ne monte pas. Donc, ce qui montre que d'un point de vue écologique, il se passe quelque chose. Voilà, donc c'est quelque chose, voilà, il y a un potentiel, ça c'est qu'on peut d'ores et déjà mettre en évidence. Et juste pour venir à la partie travail, ben, qu'est-ce qui se passe dans ce verger? Alors, quand on est aussi diversifié, il y a beaucoup d'apprentissage. Donc, il y a des connaissances à acquérir, à mobiliser, et surtout, il y a très peu de références. Donc, il va falloir construire nous-mêmes nos propres repères. Il va falloir aussi penser à beaucoup de choses. Donc, ça peut faire une charge mentale. C'est également des activités variées dans la journée, dans la saison. Le petit schéma ici, par exemple, c'est chaque couleur est une espèce fruitière. Vous avez la répartition annuelle sur les différentes espèces fruitières, du temps de travail. Hein, voilà. Il y a dans la même journée, par exemple, vous allez pouvoir récolter plusieurs fruits différents. Là, on est dans les abricots et la semaine prochaine, il y aura abricots et figues en même temps, la même journée. En revanche, il n'y a pas de pic d'activité. On n'a aucune semaine à plus de 40 heures et 0,5 ETP, ça suffit à gérer ce dispositif. Donc, on n'est pas, on est dans les, on est dans le, on va dire, dans ce qui est usuel en verger. Voilà. Et par rapport à la diversité, eh ben, ça va dépendre des personnes. Certaines vont adorer parce que c'est en permanence quelque chose de différent et d'autres personnes vont moins aimer parce qu'elles aiment bien avoir un travail, le même travail pendant un temps assez long. C'est un changement de posture aussi parce qu'il faut par exemple accepter de laisser faire, ne rien faire à certains moments et laisser les régulations entrer en jeu. Je vous fais un petit focus mécanisation pour dire que finalement, on fait vraiment de l'agriculture de précision parce que tout est différent. Sur un bout de cercle, il y a un certain nombre d'arbres de la même espèce, mais après, ça va changer. Ou dès qu'on change de cercle, ça va changer d'espèce. Qu'on ne fauche jamais tout en même temps et que cette fauche, elle a un sens, enfin, elle a d'autres fonctions. C'est d'entretenir un couvert et d'accéder aux arbres, mais c'est également de fertiliser. On a implanté dans une luzernière dont on a utilisé la production pour fertiliser les premières années sur le rang. Donc, il y a du machinisme, du petit machinisme d'Arbo pour assurer donc toutes ces opérations. Voilà. Et en plus, voilà, on a des plans de service au pied des pommiers, etc. Donc, tout est différent. Et j'en parlais quand j'évoquais construire des repères. C'est vraiment quelque chose qu'on a découvert. On a travaillé avec des ergonomes pour comprendre voilà, comment nous, on arrivait à s'adapter à ce milieu-là et à faire une gestion adaptative également. C'est que quand vous rentrez dans un verger classique, chaque arbre est identique, c'est la même variété, ils ont été plantés en même temps, etc. Et donc, quand il y a quelque chose qui est différent, ça attire tout de suite l'œil. Là, vu que tout est différent, et ben voilà, on a besoin de former l'œil également. Et je vais terminer avec un petit focus sur la production de fruits et le nouveau verger qu'on met en place, parce que produire des fruits, on n'a pas produit de tout toutes les années. Déjà, il y a l'entrée à production, parce que nos gros échecs ne sont pas liés à l'absence de phyto, c'est lié au climat. On a grêlé en 2019, c'était des gros grêlons, vous voyez comment les arbres, ils étaient jeunes à l'époque, mais ça a été écorcé. De la neige précoce, début novembre, tout est en feuilles, il n'y a pas fait froid, ça explose les arbres. On a gelé, donc là c'était l'antigel qui avait été déclenché. -6 en 2021, toute la vallée du Rhône a gelé. Mais même l'année où on a gelé, on a quand même produit des petits fruits et des figues qui ont repoussé après ou qui n'étaient pas au stade sensible à ce moment-là. Voilà. Donc cette diversité, elle nous donne aussi un peu de robustesse économique. Et malgré tout, ça nous a fait dire, ces vergers, peut-être que l'arbre fruitier, on a l'habitude que ce soit la strate haute, mais peut-être que
l'idée, il faudrait peut-être mettre ces arbres fruitiers, un peu comme dans une oasis, hein, si vous voulez, sous une strate encore plus haute. Donc, je vous fais donc là, vous avez le schéma, enfin, la parcelle est toute jeune, hein, donc ce n'est pas spectaculaire. Mais vous voyez ici ce verger diversifié agroforestier multistrate. Il y a des grands arbres de Auger qui produisent aussi, c'est des fruits à coque, hein, châtaigniers, noyers, pacaniers. Les pruniers vont être plus petits, ils vont être à 4-5 mètres, eux, ils vont être à 10 mètres. Et puis, voilà, et on va également implanter des noisetiers, enfin, on les a implantés sur le rang ici pour faire du multistrate. Et puis, on travaille également cette adaptation au changement climatique en tentant de mettre de la matière organique dans le sol pour ralentir l'infiltration, pas avoir de sol nu. Et du coup, par rapport à une production de fruits où on est habitué à des distances de plantation de 6 mètres, etc., on est également à se poser plein de questions et à trouver plein d'astuces pour pouvoir travailler avec du matériel agricole quand on veut incorporer de la matière organique avec du sorgho fourragé, des légumineuses, etc. pour fertiliser, parce que on va travailler sur des bandes qui font 2 mètres environ. Et ça, c'est vrai que c'est un frein qui est non négligeable par rapport au développement de certaines pratiques agroécologiques, d'après mon expérience, on est bien d'accord. Voilà, donc en tout cas, ça dit la même chose. On a une diversité d'espèces et variétés fruitières, de cultures. Et donc, voilà, quelle mécanisation compatible avec ces distances de plantation? Et puis également, c'est un verger qui est beaucoup plus classique, hein, qui est en ligne, qui sera mécanisable, les fruits à coque, les prunes. Mais la diversité d'espèces, de variétés et leur relatif mélange, hein, on a beaucoup moins mélangé que le premier verger que je vous ai montré, malgré tout, fait que voilà, soit on fait des trajets à vide pour passer d'un endroit à l'autre, et où il faut faire des réglages différents quand on peut récolter en même temps d'un arbre à l'autre. Je pense que c'est quand même assez compliqué. Voilà, donc on n'en est pas là encore, hein, il va produire dans 5 ans, 6 ans, mais ça nous pose plein de questions, même sans parler d'acquérir le matériel, hein, parce que ce serait enfin, c'est un coût énorme par rapport à un verger aussi petit, où il y a quelques dizaines d'arbres de chaque espèce. Voilà, donc ça va poser plein de questions. Donc, diversifier en verger, ça va questionner l'amont et l'aval, hein, pas que le verger. Ça demande de considérer la complexité. Ça demande l'agroécologie, pour moi, demande de combiner des approches différentes. Il y a un seul levier, je pense, après 30 ans au verger, aura du mal tout seul à gérer l'ensemble on va dire, des bioagressions qu'il peut y avoir et assurer l'ensemble des services qu'on attend. Je ne vais pas parler, par exemple, du levier génétique, hein, qui est très présent, hein, dans ce qu'on a fait. On a implanté, bien sûr, des variétés peu à moyennement sensibles à plein de ravageurs et maladies, mais seul, ça ne suffit pas, hein. Il y a des pratiques, il y a les plantes associées, etc. Nécessité d'approche systémique, bon, je pense, je ne sais pas si j'arrive à bien le rendre, mais voilà, en tout cas, tout interagit avec tout dans ces systèmes complexes, et l'approche systémique, elle s'étend aussi. Qu'est-ce que je fais de mes fruits et comment je peux mécaniser dans ces vergers, donc, et quel matériel végétal je peux utiliser dans ces vergers. Donc, l'amont et l'aval de la filière sont également partie prenante. Et comme je dis, c'est surtout une opportunité de poser plein de questions pour concevoir et piloter les systèmes de demain dans leur diversité, parce qu'il n'y a certainement pas qu'un modèle de verger agroécologique qui peut répondre à nos objectifs. Voilà, remerciements à toute l'équipe qui pilote ces dispositifs, qui a pris des risques avec nous. On a pris des risques collectivement de se lancer dans ces projets-là. À tous nos collègues partenaires des projets, notamment des projets Saphir, Alto 2 actuellement, visite virtuelle pour en savoir plus si besoin. Et je vous remercie de votre attention et je peux répondre à quelques questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvaine, pour la présentation, très intéressante. On va se garder 4-5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et les poser directement
à Sylvaine. Oui, Christophe. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Donc, je suis Christophe Gaviglio de l'Institut français de la vigne et du vin. Donc, c'est assez inspirant, effectivement. La question, voilà, dans une présentation pour RoBagri, c'est comment vous envisageriez la place éventuelle de robots dans ce système, c'est-à-dire pour servir quelle fonction ou quel besoin, en fait, et est-ce que ça vous paraîtrait adapté? Oui, la question est difficile. Sur certaines pratiques de piégeage massif, par exemple, on pourrait envisager, parce que c'est des postes de bancs de piège, des choses comme ça, c'est un peu pénible parce que c'est sous les branches, etc. Donc voilà, un système qui ferait quelque chose de manière automatisée. Voilà, après, en tout cas, il y a ces aspects-là. Après, sur de la surveillance, je ne sais pas trop. Par exemple, au niveau irrigation en verger, il y a des satellites qui sont utilisés ou des drones pour voir les besoins en eau. Là, c'est très hétérogène, donc je ne sais pas si on arriverait à capter un besoin, parce que là, l'irrigation, bien sûr, tout n'est pas irrigué de la même façon, mais malgré tout, on est obligé de faire des compromis. On ne peut pas avoir chaque arbre qui a son programme, etc. Voilà. En revanche, on est vraiment au pilotage à l'arbre. Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque variété, dans les 35 variétés qu'on a, il y a 25 arbres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez précis quand on veut piloter, irriguer, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de vérifier de manière plus fine si tout le monde a assez, par exemple, à boire ou à manger dans les arbres, dans leur diversité? Et pareil, pour du pilotage de systèmes d'irrigation, on pourrait peut-être voilà, imaginer un pilote. Bon, ben là, c'est de la programmation, tout simplement. Enfin, c'est pas du robot, quoi. Peut-être que vous allez avoir peut-être d'autres idées, hein, parce que comme moi, j'ai une approche, je suis agronome et j'ai fait un peu d'écologie, et du coup, c'est pas mon entrée première. En revanche, l'aspect mécanisation, machinisme, ça, on y est confronté complètement, vraiment. Merci beaucoup. Henri, une question? Oui, bon. Bonjour, Henri Drechecourt. Moi, je suis fondateur d'une plateforme de partage de connaissances qui s'appelle Triple Performance. Donc, ce verger qui doit être passionnant, il est très expérimental. Est-ce qu'à ce stade, il y a déjà, enfin, vous avez pu identifier l'une ou l'autre pratique qui pourrait avoir un bénéfice au plan opérationnel? Je sais pas comment il faut dire, enfin, plus expérimental. Est-ce que vous avez déjà identifié l'une ou l'autre sujet qui pourrait passer à l'échelle, ou bien pas encore? Pour concevoir ce verger, en fait, on a intégré déjà énormément de connaissances qui avaient été validées par ailleurs, ou qui étaient issues de la pratique, parce qu'on ne sait pas tout sur tout. Je vous donne un exemple. On a associé des plantes aromatiques au pommier, parce qu'il y a un effet attractif auxiliaire, mais également répulsif puceron. Ça, c'est quelque chose qui a été testé en verger classique avec un dispositif agronomique classique, répétition, témoin, etc. Et voilà, il y avait un effet partiel. Nous, il nous intéressait cet effet partiel, donc on a intégré cette connaissance dans la conception du dispositif. De la même façon, c'est un dispositif très ouvert, hein. On reçoit 500 personnes par an environ, des agriculteurs, des conseillers, des étudiants. Voilà. Vous êtes tous les bienvenus, hein, d'ailleurs, si vous venez dans la Drôme, contactez-nous. On a des dates de visite très régulières. Et les personnes qui viennent, c'est absolument hors de question, de toute façon, de penser faire copier-coller ce type de verger où que ce soit. Mais ils vont être intéressés et s'approprier des petits morceaux, des briques. Par exemple, les assemblages végétaux de haies de bordure qui permettent d'éviter les essences qui hébergent des ravageurs maladies et qui offrent une succession de ressources tout au long de l'année, c'est des grands principes
de conception d'assemblage qui sont appropriables. Pareil, le piégeage massif Carpocaps, c'est des choses qui sont appropriables quand il y a un verger ou une zone du verger qui a un foyer de Carpocaps. Et ben voilà, c'est une pratique. Il y a des agriculteurs qui viennent voir. Là, j'avais pas le temps de vous présenter tout ça, mais donc il y a des petits morceaux qui sont appropriables. On a fertilisé avec la luzerne. Il y a pareil des personnes qui rentrent dans le verger, mais comment tu as fait? Pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Et ici et ça. Enfin voilà. Donc c'est ça qui. Enfin, ça fait poser des questions et puis ça fait voir qu'il y a des briques, il y a des morceaux du système qui sont transposables en l'état. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. Si, ça répond à la question. J'ai du mal à voir où on peut avoir des entrées effectivement robotiques d'une façon ou d'une autre. C'était un peu aussi le sens de ma question, c'est voir s'il y avait des éléments qui étaient extractibles et donc sujets à. Oui. Mais je comprends, il y a un assemblage de différentes. Vous avez assemblé tout ce que vous pouvez est possible d'imaginer pour voir comment les travailler, les mettre ensemble, les combiner. C'est difficile d'un point de vue robotique de voir ce que ça peut donner, en effet. En tout cas, c'est difficile pour moi. Je dis Ouais. Excusez-moi, je vais vous couper parce qu'il faudrait qu'on enchaîne avec l'intervention suivante. On aura 1 heure avec le groupe de travail après pour travailler plutôt en session de travail et approfondir certains sujets. Donc peut-être, si vous voulez bien, on arrêtera là les questions pour cette première partie et puis on va enchaîner sur la présentation de Marie Thiollet-Schoptus. Merci beaucoup, Sylvaine. Excusez-moi de vous couper. Merci. Voilà. Et merci pour les questions. Alors, je partage mon écran, c'est ça? Oui. Très bien, ouais, merci. Alors, est-ce que tout le monde voit partager cette fenêtre? Ça va arriver. Ça va arriver. Oui, on voit votre fenêtre en tout cas. Oui, donc je mets en mode continue le partage. Ok, voilà. C'est bon. C'est pas la bonne diapo, il faut aller tout au début. Voilà. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir proposé de présenter des travaux. Effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, je travaille aussi depuis un certain temps sur les cultures pérennes et en particulier en viticulture. Et donc la commande avait été faite par Pierre-Jean et Christiane de montrer des exemples de ce qui se passait en culture pérenne. Donc j'ai pris 2 cas d'études de travaux qui sont j'allais dire plus ou moins achevés, mais achevés parce que ils ont déjà fait l'objet de publications et voire de clôture de projet, et aussi parce que ces travaux ont une suite. Donc ils sont pas exempts de poursuite comme les travaux de Sylvaine dans le cadre de projets et de continuité. Alors là, il y a une animation. Je ne sais pas trop comment enlever ça. Mince, attends. Afficher ma présentation. Voilà. Ah oui, comme ça, je vois tout le monde, c'est mieux. Vous voyez pareil le plein écran? Ouais, parce qu'avant, je ne voyais plus personne, c'était très déstabilisant. Donc, on a la commande, c'était transition agroécologique et puis robotique. Donc, j'ai essayé de faire un focus là-dessus. Moi j'ai des questions de recherche qui sont dans un contexte général de réduction drastique des produits phytosanitaires utilisés en viticulture. On a des grosses problématiques de sensibilité de Vitis vinifera au mildiou, à l'oïdium en particulier, donc en termes de fongicides, mais on peut aussi réduire la quantité de pesticides mises dans les parcelles de vignes en termes par exemple, d'herbicides ou de nématicides ou d'insecticides. Donc, j'ai une posture très similaire à celle de Sylvaine, même si vous allez voir qu'on ne prend pas les choses sous le même angle. On est dans des systèmes pérennes, on est dans une analyse systémique. Donc, moi, j'ai une paire de lunettes qui va embrasser tout l'itinéraire technique et voir comment on peut changer les pratiques de façon à avoir un impact direct, voire indirect, sur la réduction d'usage des pesticides.
Alors, comment on fait avancer ça? Je ne sais pas. Bon, je vais faire comme ça. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. Vous voyez une troisième Oui. diapo. Voilà. Donc, j'ai pris une ancienne diapositive. Donc, je vous ai parlé d'itinéraire technique, de combinaison de pratiques. Et en fait, une des hypothèses, c'est que c'est un lien à l'innovation. Et pourquoi pas l'innovation robotique. Donc là, je vous propose cette diapositive qui est adaptée d'une publication d'une collègue, où on a des innovations techniques donc qui sont mises en œuvre dans l'itinéraire technique viticole, et où je me suis amusée à voir où est-ce qu'on pourrait mettre de la robotique ou des outils embarqués qui permettraient de changer les pratiques pour avoir une réduction de phyto. Et vous voyez qu'en fait, là, il faut juste voir les flèches vertes. J'en ai mis que 3, mais on peut en mettre partout. C'est-à-dire que la robotique, si on ouvre le champ des possibles, on peut la mettre partout. On peut la mettre sur des systèmes électroniques, on peut la mettre sur des traitements intégrés avec des traitements de précision pour doser extrêmement finement la taille des gouttes, la programmation en fonction de l'hygrométrie de la parcelle, en fonction même de l'hygrométrie de la zone des grappes du rang de vigne. On peut avoir aussi des systèmes de robotique embarqués qui permettent de piloter directement la tonte des interrangs d'une vigne avec une autogestion grâce à des robots qui sont aussi auto-alimentés de façon énergétique avec des panneaux solaires. Enfin bref, Christophe Gaviglio connaît ça aussi. Et voilà, donc on peut en avoir partout. Donc, un premier cas d'étude, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est un résultat de projet Ecophyto. Donc, le projet s'appelait PELSVI, il a duré 6 ans. Donc, il y a d'autres projets qui sont en cours, qui prennent la suite de ces résultats. Et l'idée, c'était de faire des expérimentations système en viticulture, donc pour réduire drastiquement l'usage des pesticides, tous pesticides confondus, mais en particulier les fongicides, pour réduire l'indice de fréquence des traitements de au maximum 80%, voire 100%. Et une des questions de recherche, c'était quelles sont les performances, comment est la durabilité environnementale et socio-économique de ces systèmes où on a quasiment enlevé l'usage des pesticides. Donc, une des publications, je mets juste le titre d'une des publications majeures, c'est l'évaluation de ces systèmes où on a réduit drastiquement l'usage des pesticides. Alors, je suis désolée pour des diapositives en anglais, mais on pourra les traduire si besoin est. Donc, ces systèmes viticoles, là où je veux en venir, c'est qu'on a réduit, on a différents types de pratiques. Et c'est des combinaisons de pratiques, comme on a parlé tout à l'heure, Sylvaine, avec, par exemple, de la confusion sexuelle pour empêcher les mâles et les femelles du ver de la grappe de se rencontrer et donc de pondre dans les baies. On a des mesures prophylactiques, on a des mesures d'entretien du sol qui permettent non seulement de réduire l'usage des herbicides, mais aussi d'avoir une maîtrise de la vigueur de la vigne et d'essayer d'atteindre les rendements visés par la parcelle. Et on peut avoir, comme donc là dans la première case, des outils d'aide à la décision qui permettent de choisir, de décider quand est-ce qu'on va traiter et avec quel type de produit en fonction des informations qui sont sorties de l'outil d'aide à la décision. D'autres types de systèmes qui ont été testés et évalués, c'est où on a réduit drastiquement des intrants, donc pas que des pesticides issus de systèmes conventionnels, mais aussi des pesticides utilisés, autorisés en agriculture biologique. Et par exemple, on avait des systèmes
certifié agriculture biologique, où l'objectif était vraiment de réduire drastiquement l'usage du cuivre et de descendre. Voyez, on a réussi à réduire le cuivre en descendant en moyenne sur 6 ans à 1,2 kg par hectare et par an, alors que la dose autorisée maximale est de 4 kg de cuivre métal par an par le cahier des charges agriculture biologique. Donc là, pareil, on a mis en œuvre des combinaisons d'innovations, de solutions alternatives pour réduire l'usage de ce cuivre métal, qui est un fongicide très efficace, et par exemple en aérant le feuillage, en constituant des façons de palisser le feuillage qui permettent une ventilation et donc de créer un environnement défavorable à l'humidité, puisque l'humidité est quand même un environnement très favorable à l'installation des champignons et en particulier du mildiou. Et à ajouter à la bouillie une autre innovation, ajouter à la bouillie de pulvérisation du cuivre des huiles d'agrumes qui permettent de dessécher. Alors c'est paradoxal de dire qu'on va pulvériser une bouillie de fongicides et qu'en même temps on va dessécher la surface des feuilles, mais ça marche. Enfin, je connais pas le mécanisme intrinsèque, mais voilà, on arrive à réduire comme ça les doses de cuivre dans une parcelle de vigne. Donc, on a différents types d'innovations qui sont combinées et ça donne donc des systèmes où on atteint les objectifs de rendement tout en réduisant l'usage des pesticides. Et je pense que là, j'ai pas mis des petites flèches parce que c'est, à mon avis, un tableau très généraliste, mais on pourrait imaginer de la robotique à plusieurs endroits, plusieurs étapes de l'itinéraire technique viticole. Un des résultats de ce projet, donc là j'ai mis un exemple, donc c'était pour la parcelle de Châtenois en Alsace où on avait donc les innovations qui étaient testées, donc des produits alternatifs, d'utilisation d'huile essentielle et de propolis et une méthode de soufflage des capuchons floraux juste après la fin de la floraison. Donc des méthodes, voilà, et on a voilà le rendement en vert là qui est obtenu, la qualité des baies à la vendange où il n'y a pas de dégâts de pourriture grise, donc c'est aussi une atteinte de l'objectif de la qualité des baies à la vendange, puisque pour cette parcelle, la destination de la vendange avait des objectifs quantitatifs en termes de rendement, mais aussi qualitatifs en termes de qualité des baies pour produire un certain type de vin. Et on a des réductions, donc en rouge, vous voyez l'indice de fréquence de traitement qui a vraiment beaucoup baissé, qui est de 1,3 et 1,2, alors que la référence régionale est de 10, et la quantité de cuivre qui a été utilisée sur cette parcelle est de 300 à 400 grammes par hectare et par an, alors que la référence pour les systèmes en bio dans la région était de 1,6, déjà très basse. Donc on atteint des objectifs et voilà. Pour conclure, c'est une expérimentation système vigne pour réduire l'usage des pesticides avec des combinaisons d'innovation. Donc on n'a pas mis en exergue des combinaisons robotiques ou mécaniques, mais elles font partie du système de production et ça permet d'avoir des systèmes, j'allais dire, plus agroécologiques. Donc là, juste pour balayer les types d'indicateurs, d'autres types d'indicateurs qu'on a regardés dans le cadre de ce projet de recherche. Donc, on regardait quels indicateurs et on avait des performances. Donc, l'IFT total, vous voyez, qui baissait en fonction. Donc là, on a des graphiques toujours de rouge à vert. Donc, c'est un gradient d'intensité d'innovation agroécologique qui sont dans les systèmes viticoles. Donc, c'est des moyennes sur les 6 ans donc, vous voyez les moyennes avec les écarts types, les box plots. Pour, par exemple, l'IFT total, donc tout produit confondu, on a une baisse quand même assez... on a une corrélation entre l'augmentation des innovations, l'augmentation du nombre d'innovations intégrées dans les systèmes viticoles et la baisse de l'IFT. On a mesuré aussi une augmentation de l'activité bactérienne du sol.
dans ces mêmes systèmes, avec une vie du sol au niveau du pool bactérien, hein, donc pas une bactérie en particulier, mais une population bactérienne notée comme intéressante. Un indicateur qui est intéressant, c'est l'intensité du mildiou sur les grappes à la vendange. Bon, ben, vous voyez qu'on est toujours très très proche de zéro, donc on a des systèmes, même s'ils sont un petit peu agroécologiques ou beaucoup plus agroécologiques, on arrive à atteindre des objectifs de qualité des baies à la vendange aussi. Donc on a mesuré plusieurs attaques, hein, le mildiou, l'oïdium et puis le ver de la grappe. Pour un indicateur de marge seminette, donc vous voyez qu'il n'y a pas de corrélation entre les systèmes plus ou moins agroécologiques. Et ça, c'est très très lié au fait qu'on n'avait pas, on avait des systèmes dans différents contextes socio-économiques, donc soit des exploitations commerciales, viticoles, soit des stations expérimentales. Et ça rejoint un petit peu ce que ça peut être mis en parallèle avec ce que disait Sylvaine tout à l'heure sur comment les gens vont travailler dans ces nouveaux systèmes. Est-ce qu'il y a une augmentation de la charge de travail, enfin, du coût de production et derrière, quel modèle économique on a pour avoir des systèmes économiquement durables. Et en termes de capital humain, donc c'est pareil, c'est assez bas, mais pas corrélé avec la quantité ou la nature des innovations qui étaient mises en œuvre dans les systèmes viticoles. Voilà, donc ça c'est un projet qui s'est terminé en 2018, mais qui est poursuivi dans le cadre de pareil d'Ecophyto, qui a été poursuivi avec des projets Salsa, Diverviti et Bi. Et là on a un projet qui a commencé en 2025. L'ISAVI qui va s'intéresser à l'évaluation à l'échelle de l'exploitation viticole. Donc on va regarder, on a toujours un fonds qui va continuer à travailler avec les unités expérimentales INRAE pour tester des systèmes très très innovants. Mais en parallèle de ça, on va aller à l'échelle de l'exploitation et dans des fermes commerciales en France. Donc des fermes, des exploitations viticoles qui innovent beaucoup, qui ont été repérées comme étant pas très économes en usage de pesticides, et on va voir en gros comment ils s'en sortent du point de vue agroécologique et socio-économique. Le deuxième cas d'étude, donc c'est un papier qui est très récemment publié, puisque vous voyez c'est avril 2026. C'est sur de la traque, donc c'est la transition, c'est sur de la traque aux innovations qui sont mises en œuvre par des viticulteurs et des agriculteurs actuellement. Donc pas dans des stations expérimentales INRAE, mais dans des fermes et pareil sur un temps long. Donc la problématique, c'était donc dans le cadre d'un CASDAR qui s'appelle Alliage, qui a eu lieu pendant 3 ans, là, de 2022 à 2025. On a identifié des situations d'impasse face au retrait du glyphosate et comment les exploitations de grandes cultures et de viticulture trouvent des solutions, innovent, se débrouillent pour ne pas utiliser le glyphosate dans deux situations d'impasse, l'agriculture de conservation en grande culture et la viticulture en très forte pente ou en terrasse, pour ce qui concerne la viticulture. Vous avez 2 images, et Priscilla Malansky donc a travaillé avec moi pendant son postdoc à Colmar pour décortiquer tout ça et voir comment les viticulteurs et les agriculteurs mettaient en œuvre leur itinéraire technique pour atteindre leur rendement et continuer à maintenir leur exploitation viable sans glyphosate. Voilà, donc on avait un dispositif expérimental pareil dans toute la France, dans des exploitations commerciales, donc en grande culture, donc je suis désolée, il y a encore un peu d'anglais qui traîne, en vigne et en grande culture, et on a travaillé avec la Fédération nationale des CUMA, puisqu'on avait un postulat et un cadre de recherche qui disait, qui posait de façon un peu caricaturale, mais qui posait les choses en disant
il existe des innovations dans les actions collectives. Et donc, on est rentré par la porte des CUMA et on a réussi à identifier 7 CUMA, 7 viticulteurs qui étaient dans des CUMA, 7 agriculteurs et 9 viticulteurs qui étaient dans des CUMA et qui avaient mis en œuvre des systèmes d'organisation du travail, d'itinéraires techniques et de conception d'outils qui permettaient de s'affranchir du glyphosate. Voilà. Donc, comment on a étudié, donc là, je vous mets juste la méthode. On est allé voir comment ça se passait dans l'agriculteur, dans l'exploitation de l'agriculteur, quels équipements, quels outils, éventuellement quels tracteurs étaient mobilisés, comment ils avaient été fabriqués ou adaptés ou conçus, des nouveaux. Qu'est-ce qu'il y avait comme interaction entre qu'est-ce qui était mobilisé comme succession culturelle en conduite de la culture qui permettait de créer un environnement défavorable aux adventices qui étaient traditionnellement gérés par le glyphosate. Donc la deuxième question, quelles interactions avec les espèces adventices est couvert? Et enfin, en quoi le collectif, c'est-à-dire le fait d'être dans un groupe, dans une CUMA, permettait de mettre en œuvre cette pratique et d'atteindre les objectifs de rendement et de viabilité de l'entreprise. Voilà. Donc, sur les 7 agriculteurs, on en avait, je vais juste vous mettre, j'ai choisi l'exemple sur le 3e, hein, on va faire un zoom là-dessus. Donc, on a identifié 3 agriculteurs qui géraient leurs espèces d'adventices par l'intégration, la réintégration de l'élevage dans le système polyculture. 2 agriculteurs qui réussissaient à limiter la nuisibilité des espèces adventices par une rotation originale en grande culture exclusivement, sans culture pérenne ni élevage. Et enfin, 2 agriculteurs qui ont utilisé une autre façon de faire, c'est augmenter l'efficacité du désherbage des espèces adventices en monoculture par une agriculture de précision. Donc ça, voilà. Et donc les 7 agriculteurs, donc l'exemple 3, c'est l'intolérance aux adventices en monoculture. Donc on avait un agriculteur qui était spécialisé en maïs sur des sols limono-argileux, des sols argileux, donc il avait une technique de semi-direct. Des rotations, donc on a fait la cartographie des parcelles, une modulation des doses. Donc la cartographie des parcelles était faite par accompagnée, on va dire, j'allais dire électroniquement, mais tout par système d'information géographique. Une identification des adventices à l'aide d'une application. Donc, on utilise encore un système, voilà, un outil de la décision, et un désherbage chimique de précision avec un pulvérisateur automoteur, un enjambeur et un traitement au niveau du pied de maïs, donc extrêmement précis pour bien cibler l'adventice dont il fallait maîtriser la croissance. Avec un maïs au stade 10-15 feuilles, donc post-levée très tardif, et le glyphosate utilisé en dose extrêmement réduite. Voilà, donc on a très très peu de situations dans les cas qu'on a trouvés où il y avait vraiment 0,0 glyphosate, mais avec une réduction drastique de l'usage de la molécule par cette combinaison d'innovation et de réorganisation de l'itinéraire technique et du travail dans les parcelles. Voilà. L'aide, donc là, ça va intéresser peut-être certaines personnes aujourd'hui. Pour ces agriculteurs, il y avait une aide très très forte des technologies de précision, donc qui était motivée par le souhait d'optimiser l'usage des intrants et du travail, donc réduire la charge de travail, réduire le nombre d'heures par hectare pour limiter les charges de mécanisation et limiter aussi le nombre de passages de tracteurs et la consommation de ressources non renouvelables comme le fioul. Une utilisation d'agroéquipements de type technologie de précision, adaptée au semi-direct dans différents types de sols. Et également, donc on l'a vu, l'entrée du travail à plusieurs, ce qui permet non seulement de partager les ressources
pour la gestion des adventices, donc les agroéquipements, donc avoir un outil partagé. Donc ça veut dire qu'on peut éventuellement investir de façon individuelle, de façon plus importante, puisqu'il y a plusieurs individus qui vont investir collectivement sur un même agroéquipement. D'accéder à la prestation de services pour optimiser l'utilisation d'intrants par des modulations de doses, et enfin de mieux équilibrer les activités dans et hors l'exploitation à travers l'entraide et la délégation aux salariés du semis et du désherbage de précision. Autrement dit, une mutualisation de la main-d'œuvre. Et la mutualisation de la main-d'œuvre sur des îlots de parcelles en fonction du stade d'avancement du maïs, du type de sol, du stade d'avancement et de la reconnaissance des adventices, et pas en fonction du parcellaire foncier de chaque propriétaire d'exploitation. Et ça, c'est quand même assez rare qu'on ait ça dans les territoires agricoles. Voilà. Pour revenir à la vigne et conclure juste sur la vigne, donc on avait 3 types de viticulteurs qui avaient réussi à réduire le glyphosate. Je me dépêche, hein. Vous me dites s'il ne faut pas rentrer dans les détails de la viticulture. Je les avais mis un petit peu en surplus s'il y a besoin. Donc avec des panels d'équipement, donc un premier groupe de viticulteurs qui utilisent des panels d'équipement partagés. Un deuxième groupe de viticulteurs qui utilisent des agroéquipements combinés, et enfin des outils autoconstruits et adaptés à des vignes, vous voyez, qui sont plutôt en terrasse que dans le sens de la pente, sur la troisième photo. Donc là, je vous ai mis juste des exemples de les types. Donc le premier type, c'était une gestion en pente modérée avec des interventions répétées à l'aide d'un panel d'équipement. Pour contrer, donc panel d'équipement partagé. Donc là, il n'y a pas beaucoup de robotique, il y a surtout une mutualisation de la main-d'œuvre et des équipements, et une gestion en fonction des îlots à travailler comme en grande culture. Et avec, donc ça, je trouvais ça joli comme image, c'est le décortiquage. Donc c'est assez complexe à lire, mais on a au milieu la colonne vertébrale, c'est la croissance de la vigne dans le temps. Donc on commence par les vendanges, après il y a une danse hivernale, la croissance végétative et la croissance des baies. Et autour de ça, on a ce qui se passe avec les outils, aussi bien dans l'interrang que sous la vigne, et avec tout en bas la ligne rouge qui est le niveau de réserve des organes souterrains des vivaces. Et donc, quand est-ce qu'on va gérer les vivaces, avec quels outils, comment, de quelle façon, et avec soit des partages de ressources, soit des combinaisons d'agroéquipements. Voilà, donc on a la même chose pour les 3 types de viticulteurs. Vous voyez que les schémas ne sont pas exactement les mêmes. Le deuxième groupe, on a vraiment une épuration, on a beaucoup moins d'intervention que le troisième groupe. Et le troisième groupe, donc là, on était sur des vignes en terrasse, donc c'est encore une autre problématique. Et donc là, il y a eu besoin de construire des outils adaptés en termes de portance, en termes d'écartement de la portance, et aussi pour gérer les 2 côtés du rang, avec un côté accessible et un côté qui est beaucoup moins accessible. Voilà. Et là, vous voyez, on a encore un autre dessin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais une autre façon de conduire l'itinéraire technique complètement adaptée à ces situations d'impasse technique. Voilà. Donc, on a caractérisé des logiques de gestion d'adventices, de couverts de végétaux. On a identifié quelles étaient les innovations techniques qui étaient mises en œuvre, couplées à des innovations d'organisation du travail. Donc ça, c'est des cas d'études, enfin comme je le dis, donc mes 2 projets sont des cas d'études, mais à l'intérieur, on a aussi des cas d'études, mais dans des vraies exploitations viticoles, donc évidemment adaptées au contexte de l'exploitation, mais comme l'a dit Sylvaine tout à l'heure, qui peuvent être très inspirants et qui peuvent donner des idées à d'autres personnes pour mettre en œuvre autre chose dans des cas différents. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie, pour la présentation. Est-ce qu'on se prend juste 1 ou 2 minutes? Une ou 2 questions. Oui, 1 ou 2 questions, voilà, si jamais vous en avez des questions, sur la présentation, notamment par les personnes extérieures à Robagri.
Sinon, on enchaînera sur la session en petit groupe. C'est une question. On va laisser, mais s'il n'y a pas de questions, on va enchaîner sur notre temps spécifique, donc en petit groupe. Donc, Pierre-Jean va nous basculer donc, dans une salle. Vous aurez juste, c'est ça, à Oui. cliquer. Voilà, vous verrez, ça apparaît à votre écran et vous serez basculé sans problème. On se retrouve dans la petite salle. C'est ça, c'était juste pour dire aux personnes extérieures qu'on se retrouve pour le prochain webinaire le 8 juillet à 14 h sur tout ce qui est thématique des bandes fleuries et de l'agroforesterie. Vous recevrez le lien également. Et donc, je vous bascule dans les petites salles. À de suite. Merci à tous.